Étranger. Ici tu seras bien si tu y restes. Ici, le souverain bien est le plaisir. Inscription que l'on pouvait lire à Athènes, à l'entrée du jardin d'Épicure. Bienvenue dans le jardin, cet espace ouvert et accueillant où l'on aime à se retrouver entre amis. Le jardin est un podcast qui explore la création littéraire en s'intéressant d'abord et avant tout au quotidien, à la pratique, à la vie des autrices et des auteurs. Vous êtes prêts ? Donnons tout de suite la parole à notre invité. Quand je commence un roman, je m'accroche à un auteur le plus loin possible de mon univers. Comme ça, j'évite les interférences. Si je vous parle de Genet, c'est que je suis en train de terminer un roman et Genet m'a servi de point d'ancrage. Non pas dans l'imaginaire, non pas dans le style, mais pour sa liberté, son anticonformisme. Je pense que j'avais besoin de l'anticonformisme de Genet pour terminer le roman que je termine aujourd'hui. Bonjour Olivier Roger. Bonjour. Je suis ravi de vous rencontrer dans le salon Livres en Vigne, au cœur du vignoble bourguignon. D'ailleurs, nous sommes vraiment là au milieu des vignes. Au milieu des vignes. C'est pas mal pour parler de livres parce que le vin est... Il y a une élaboration. La littérature, voilà, en France. Une lente maturation. C'est ça. Alors Olivier Roger, vous avez un parcours un peu, vous êtes un aventurier des temps modernes, la Russie, l'Afrique, donc journaliste sur le terrain comme on dit, pour RFI, pendant combien d'années ? Vraiment sur le terrain pendant 25 ans. Là, avec l'âge arrivant, je voyage un peu moins, je ne me définis d'ailleurs plus comme grand reporter puisque j'en fais plus. Je continue à voyager mais sur des thématiques on va dire plus douces. Alors, ma première question, c'était est-ce que ce sont justement tous ces voyages, toutes ces découvertes qui ont nourri vos romans ? Et est-ce que vous pouvez nous expliquer si c'est le cas, comment ? Moi, je pense que ce qui nourrit les œuvres de fiction, les romans, c'est notre vie, en fait. Qu'elle soit intérieure, qu'elle soit intime ou qu'elle soit extérieure. Le monde que l'on croise, les gens que l'on rencontre, les pays que l'on découvre, les voyages que l'on effectue, tout ça nous donne de la matière, nourrit nos fictions. On se raconte en racontant le monde, parce qu'on parle toujours de soi finalement, on parle de son ressenti, de son vécu, de son rapport aux autres, de la relation qu'on a à ce monde qui nous entoure. Donc c'est toujours un exercice extrêmement intime et lorsque moi je le raconte, dans mon cas, j'essaye d'en faire quelque chose aussi d'externe, c'est-à-dire de raconter ce monde dans lequel j'ai voyagé, ces gens que j'ai rencontrés, ces situations que j'ai vécues. Donc on pourrait me définir comme un écrivain voyageur, on pourrait aussi me définir comme un écrivain de la réflexion du voyageur. Et voilà, j'essaie de parler de nous en parlant du monde et en parlant de moi. Et quand je dis parler de nous, c'est important parce que dans mon dernier roman, je situe l'action en Afrique. J'aurais pu très bien la situer en Amérique latine, en Amérique du Nord, en Inde. Je connais mieux l'Afrique, donc je l'ai située en Afrique. Mais je voulais parler d'une problématique universelle, on va dire, une problématique qui nous concerne tous, c'est-à-dire l'instrumentalisation que les églises font de la religion, c'est-à-dire la relation de pouvoir qui se noue entre les hommes d'église et les fidèles, on va dire. Et voilà, c'est une façon de parler de nous en parlant de l'ailleurs, de parler de nous en parlant du monde. Oui, donc là, c'est plus le choix d'une thématique qui vous tenait à cœur et que vous transposez d'une certaine manière dans un pays pour donner une couleur ou... Oui, c'est exactement ça. Et puis pour parler aussi, pas uniquement d'une couleur, mais pour parler d'un phénomène qu'on ne voit pas forcément ici. Alors là, je vais rentrer un tout petit peu dans le livre, si vous le voulez bien. Je vais donner son titre, c'est « Là où naissent les prophètes ». Là où naissent les prophètes, voilà. Et en fait, je voulais parler de la prégnance du phénomène religieux sur les sociétés. Le problème, c'est qu'en Europe occidentale, on le voit beaucoup moins qu'ailleurs. On ne s'en rend pas compte. Elle existe dans l'Europe musulmane, elle existe dans l'Europe chrétienne ou catholique, mais elle existe, c'est beaucoup moins visible qu'au Moyen-Orient, beaucoup moins visible qu'en Amérique ou en Amérique latine et qu'en Afrique. Donc en fait, il me fallait un lieu et des situations où ce soit évident, où il soit évident que pour les gens, les églises, le pasteur, le prêtre, l'imam sont des personnages importants de la vie du quotidien. C'est des gens qui vont
qui ont une influence considérable. Si vous prenez aujourd'hui un pays comme la Côte d'Ivoire, qui est bi-religieux, où il y a des chrétiens et des musulmans, le rôle que jouent les pasteurs, les prêtres et les imams dans ce pays est un rôle fondamental, parce que c'est un petit peu le même rôle qu'il avait dans la société française du début du XXe siècle ou du XIXe siècle. Donc c'est de ça que je voulais parler, c'était de la force, de la puissance, de la renaissance de ces églises, que je, bien évidemment, mets en rapport à la spiritualité et la foi, qui souvent, malheureusement, sont absentes de cette dimension, entre guillemets, politique de la religion. Et je voulais donc avoir des personnages qui se posaient à la fois la question de la foi, de la spiritualité, où est la relation à Dieu dans tout ça, dans ce grand barnum religieux que sont par exemple les églises de réveil, les pentecôtistes et les évangéliques en général, tout ce courant protestant dont on pourra reparler un petit peu plus tard, qui souvent en Afrique apparaît comme un grand barnum mercantile, c'est-à-dire que les pasteurs sont parfois milliardaires ou millionnaires en dollars. J'en ai rencontré à Kinshasa, à Lagos ou même à Abidjan, et le rapport à la foi est parfois très ténu. Et donc j'explorais cette relation de pouvoir qui se noue entre ces pasteurs, ces églises et la société. Et je mets ça vis-à-vis de ce questionnement plus intime, où est la foi dans tout ça. Alors, vous auriez pu faire un papier long, comme on dit, là, 15 pages. Et pourquoi en faire un roman? Alors, là, derrière, aussi, qu'est-ce qui vous a amené à écrire des romans plutôt que... Alors, c'est une question qu'on me pose très souvent. Comment passer du journalisme au roman, et pourquoi? Le journalisme est un exercice très formel, c'est-à-dire qu'il faut avoir un immense respect pour le témoignage, la documentation de ce qu'on dit, donc les sources. On interroge les gens, on étudie les faits, les phénomènes, et on essaie d'en rendre compte fidèlement. L'objectivité étant un autre problème, c'est quelque chose de très compliqué, mais on essaye de s'approcher le plus possible de l'objectivité. Avec le roman, on est beaucoup plus libre. C'est-à-dire qu'on réinvente la vie, on réinvente l'actualité, on réinvente la société, mais on le fait avec une immense liberté que l'on ne trouve pas dans le journalisme, parce que dans le journalisme, il faut respecter les faits, il faut respecter les propos qui ont été tenus, alors que dans le roman, on peut les inventer. On peut inventer le discours intérieur qu'a une personne vis-à-vis d'elle-même, son introspection, les propos qu'elle imagine, et donc ça nous donne une grande liberté. Au final, on raconte la même chose, on raconte le monde en se racontant. Mais, et d'ailleurs, le roman permet de se raconter un peu plus aussi que le journalisme, où on ne se raconte pas, on est censé raconter les autres. Donc ce roman permet d'accéder à des dimensions différentes, mais au final, on parle de la même chose. On parle du monde, on parle des bouleversements de notre planète, des bouleversements familiaux, des bouleversements intimes, etc. etc. Mais moi, j'aime beaucoup, je pense que c'est une question de parcours, c'est une question d'âge, c'est une question de choix aussi, de liberté. Pour moi, c'est très important d'être libre dans mon écriture. L'écriture radiophonique, qui est celle que je pratique depuis 30 ans, puisque je travaille pour Radio France Internationale, est quand même très codifiée, très simplifiée, et j'avais besoin et envie de retrouver une plasticité de la plume, la possibilité de faire des phrases plus longues, la possibilité de les retravailler pendant des semaines et des semaines ou des jours. N'exagérons pas quand même, des semaines c'est beaucoup. Mais j'avais envie de retrouver cette liberté-là, cette possibilité de réinventer ma propre langue, et surtout cette liberté de raconter le monde de la façon qui me plaisait, en y mettant mon invention, ma folie, en y mettant des dimensions de conte, par exemple. J'aime beaucoup les personnages devenus fabuleux. Il y en a certains dans mes romans ou qui se perdent dans des univers qui ne sont pas la réalité. Donc le roman permet ça, le journalisme ne le permet pas. Et je pense qu'il y a une évolution naturelle chez beaucoup de journalistes vers le roman. Je pense que c'est une question d'âge, c'est aussi une question de retrouver ou de vouloir retrouver cette liberté et de se détacher de ce réel qui est vraiment très prégnant, pour aller vers un monde plus imaginaire et plus imaginaire. Vous avez des modèles justement dans les
écrivains, soit du passé, soit même du présent ou... J'en ai plein. Plein. Oui, malheureusement, on a toujours beaucoup de modèles. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire? En ce moment, je relis Jean Genet, qui est sorti en La Pléiade. Mais c'est un modèle sensible. C'est-à-dire que c'est la sensibilité, Jean Genet, qui me parle, qui me touche. J'ai un autre modèle littéraire qui est très fort, c'est Mario Vargas Llosa. J'en ai un autre qui était vraiment un modèle il y a une vingtaine d'années ou une trentaine d'années, mais qui reste toujours un modèle, c'est Stefan Zweig. Après, je peux aussi vous parler de Dostoïevski, qui est aussi quelque chose un écrivain fondateur ou fondamental pour moi. Mais puisqu'on est dans l'actualité, je peux vous parler de mes lectures de jeunesse. Et par exemple, c'était Frank Herbert, Dune. Je suis assez éclectique. Et bien évidemment, il y a un modèle qui pour moi est un modèle absolu dans la façon de rendre compte de la société humaine, c'est Balzac. J'ai toujours beaucoup lu Balzac, même si je lui ai toujours préféré le style de Victor Hugo. L'œuvre balzacienne en soi, quand on est romancier, c'est un incontournable. Donc voilà, j'ai des modèles très différents, mais j'aime beaucoup les romans fleuves habités et peuplés de nombreux personnages. Ça, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai écrit un roman sur la Russie où j'avais vécu et je voulais rendre un petit hommage aux romans russes qui sont des romans foisonnants de personnages. Donc j'aime bien ça, j'aime bien cette dimension. Et quand vous écrivez, vous cherchez à avoir juste... Parce que vous m'avez parlé de Jean Genet, alors qui a un style vraiment, on va dire, très à lui, très... Quand on lit du Jean Genet, on sait tout de suite qu'on est chez Jean Genet. Comment vous travaillez votre style comme ça? Est-ce que vous avez en tête de vouloir construire stylistiquement? Oui, c'est une question compliquée parce que, bien évidemment, on se mesure toujours aux autres et quand on se mesure aux géants, on se trouve très petit. Donc, c'est très difficile d'y penser. Moi, j'essaie de ne pas y penser. Mais ce que je fais, en revanche, quand je commence un roman, je m'accroche à un auteur le plus loin possible de mon univers. Comme ça, j'évite les interférences. Si je vous parle de Genet, c'est que je suis en train de terminer un roman et Genet m'a servi de point d'ancrage. Non pas dans l'imaginaire, non pas dans le style, mais pour sa liberté, je pense. Pour sa liberté, son anticonformisme. Je pense que j'avais besoin de l'anticonformisme de Genet pour terminer le roman que je termine aujourd'hui. Oui, en écrivant mon dernier roman, Là où naissent les prophètes, en fait, je m'étais inspiré. Là, pour le coup, je m'étais inspiré d'un roman. Je m'étais inspiré d'un roman de Mario Vargas Llosa qui s'appelle La guerre de la fin du monde, qui raconte une rébellion chrétienne dans le Brésil de la fin du 19e siècle, dans le Sertão brésilien. C'est une espèce de Boko Haram chrétien, tout simplement, pour prendre une référence plus contemporaine, qui va rentrer en lutte contre la République. Et donc mener 3 batailles épiques contre l'armée républicaine brésilienne. Oui, je cherchais une façon donc de parler de la religion sans être ennuyeux, sans être trop didactique. Et en fait, j'ai compris en lisant ce roman qui tout passait par les personnages, peut-être plus que sur d'autres thématiques. Donc en fait, voilà, je me suis beaucoup inspiré. En revanche, pour revenir à la question du style, pour moi, quand j'écris, je ne peux pas lire. Parce que je ne peux pas être sous l'influence d'un grand styliste. Le style doit venir naturellement, ça j'en suis persuadé. Il vient ou il vient pas, mais en tout cas ça doit être quelque chose de naturel. On ne peut pas le forcer et on ne peut pas copier. On peut avoir des références, on peut être influencé par, mais on ne doit pas chercher à copier ces personnes. On doit intégrer surtout ces lectures, ces styles, ces façons d'écrire, ces façons de construire les romans. On doit les intégrer, les digérer, peut-être les transformer dans notre propre alchimie et les recracher ensuite. Mais il faut, enfin moi je ne peux pas lire tout en écrivant parce que je suis trop sous influence et c'est pas bon, ça ne donne rien de bon. Oui, on aurait tendance à vouloir imiter. Ouais. Voilà. C'est sûr, pas bon. Ouais. Oui, si on parle un petit peu du roman, ce qui m'a fasciné en Afrique justement, c'est la puissance, le mercantilisme de ces pasteurs millionnaires, milliardaires qui roulent dans des BMW décapotables, etc., dans des villes où la plupart de leurs fidèles sont des crève-la-faim, pour le dire clairement, et où ces hommes construisent des fortunes, des entreprises, des sociétés sur la dîme que leur versent les fidèles. Et en fait, en faisant mes recherches sur ce courant évangélique,
qui n'est pas que négatif, hein, il ne faut pas non plus exagérer, mais en faisant mes recherches, je me suis aperçu que il y avait une évolution du protestantisme qui collait extrêmement bien à la mondialisation ultralibérale. Le courant évangélique est parti des États-Unis, il est allé en Amérique latine, au Brésil notamment, où les églises de réveil sont extrêmement puissantes. Il est allé maintenant en Afrique, il a essaimé en Europe. On ne le voit pas en France, mais les églises évangéliques sont très nombreuses dans les communautés africaines chrétiennes. Il faut le savoir. Autour de Paris, on a chaque dimanche matin des centaines et des centaines de temples dans des hangars la plupart du temps en banlieue où il y a des milliers de personnes qui chantent, qui prient collectivement. Cette mondialisation ultralibérale a pour mot d'ordre enrichissez-vous. Et comme par hasard, ces églises évangéliques ont pour mot d'ordre enrichissez-vous. Si vous êtes pauvre, c'est que Dieu ne vous aime pas. Et si Dieu ne vous aime pas, il faut faire quelque chose pour qu'il vous aime. Il faut venir prier, il faut respecter votre pasteur, lui donner un peu d'argent. Et c'est ça. C'est l'expression brutale et pure d'un mercantilisme de bas étage où la spiritualité est totalement absente, mais où l'intérêt, l'appât du gain sont omniprésents. Pour moi, les églises évangéliques fonctionnent sur ce principe-là. Ça ne veut pas dire que dans ces églises, il n'y a pas des gens qui se posent la question des textes, de la spiritualité, des évangiles, mais il y a aussi beaucoup de gens malhonnêtes. Et ça, on ne s'en rend pas compte ici en Europe occidentale, parce qu'on est quand même largement déchristianisé, mais c'est un courant très puissant qui fait le tour de la planète. De même qu'aujourd'hui, l'hindouisme radical façon Modi en Inde est devenu presque dominant dans ce pays. On a presque une théocratie aujourd'hui en Inde. On s'en rend pas compte, mais c'est incroyable. Je vous parle pas évidemment de l'islam, du wahhabisme saoudien et de tous ces courants radicaux qui sont en train de bouleverser le monde musulman, qui provoquent là aussi des phénomènes politiques qui sont terribles. Et personne ne se demande, ou peu de gens se demandent dans cette histoire, finalement, quel est le rapport à Dieu, à quoi sert la religion. Si la religion sert à mener les hommes au djihad, ou si la religion sert à mener les hommes à l'enrichissement, à mon avis, c'est pas le but premier. Donc à travers mes personnages, je voulais faire vivre ces différents niveaux, ces personnages qui cherchent Dieu, qui ne le trouvent pas, mais qui en chemin vont rencontrer des pasteurs mercantiles, des vendeurs d'illusions, des manipulateurs, des gens violents. Et voilà, je voulais à travers ce chemin de gens qui cherchaient Dieu à divers niveaux, sur la ligne de contact entre les chrétiens et les musulmans en Afrique de l'Ouest, je voulais raconter ça, toutes ces dimensions. Et bien évidemment, le roman ne tient que par les personnages qui apparaissent au premier plan et qui se posent des questions, sont perdus, cherchent Dieu, ne le trouvent pas, mais vont trouver autre chose, parce qu'au bout du chemin, on trouve toujours quelque chose, on trouve toujours une réponse. Et si on ne trouve pas Dieu, on trouve autre chose. Je ne vous révèle pas quoi, mais je ne vais pas vous révéler ce que trouvent mes personnages, mais en tout cas, leur quête va aboutir. Et c'est à travers ces personnages que je voulais poser toutes ces questions. Bien évidemment, c'est un roman, ça reste totalement romanesque. Donc c'est des situations, c'est des évolutions, des voyages, des parcours. Je ne veux pas du tout de théologie ni de philosophie dedans, un petit peu quand même, mais j'y ai ajouté aussi une dimension de conte, parce qu'il y a un personnage central dans le roman qui est le seul personnage profondément laïque, et c'est le seul qui va connaître un miracle en fait, qui va vivre un miracle dans son parcours. Donc voilà, la façon que j'ai trouvé de parler de religion. Là où naissent les prophètes, les éditions, c'est le passage. Voilà. Pour terminer, j'aime bien poser des questions, c'est le rituel de fin. Est-ce que si quelqu'un venait vous demander des conseils parce qu'il hésiterait à commencer à écrire justement, à se lancer dans l'aventure de l'écriture d'un roman, ce serait quoi le conseil ultime, le seul? Allez-y, ne vous réfrénez pas, ne vous freinez pas. Si vous le sentez, si c'est votre envie profonde, faites-le. Jugez-vous vous-même, ne laissez pas tout le monde vous juger, mais allez-y, et surtout ne vous bloquez pas par rapport au jugement des autres. On a le droit de se tromper, on a le droit de recommencer, on n'a pas le droit de ne pas avoir essayé, parce que sinon on le regrettera toute sa vie. Allons-y. Allons-y. Et les avions
passe encore au-dessus des Voilà. vignes. Mais c'est pareil, cet avion qui passe au-dessus des vignes, j'imagine que le pilote, quand il était jeune, il n'osait pas. Et puis un jour, il s'est lancé, il s'est dit, allez, je passe mon brevet de pilote, j'y vais. L'écriture, c'est pareil. Je crois que c'est vraiment très important de se dire qu'il ne faut pas avoir de regrets dans la vie sur des choses qu'on sent essentielles, ou qu'on sent profondes, ou qu'on a envie de réaliser. Si j'ai envie de faire un podcast, c'est pas parce que je maîtrise pas le montage, c'est pas parce que je maîtrise pas la technique de l'interview que je dois forcément me dire, bah non, c'est pas pour moi. Si tout s'apprend, il y a des ateliers d'écriture pour l'écriture, il y a des conseils, il y a des rencontres à faire, il y a des livres à lire, et petit à petit comme ça on façonne son envie d'y aller, on prend un peu d'assurance, et puis voilà, il faut jamais s'arrêter parce que les autres vous ont dit non, t'es pas fait pour ça. Moi j'ai un frère jumeau, mon frère Marc, et quand j'étais jeune, quand nous étions jeunes, un jour, je lui avais dit j'aimerais bien faire du journalisme. Et mon frère m'a dit, oh là là, le journalisme peut appeler beaucoup d'élus. Et cette phrase, 30 ans après, je l'ai encore dans la tête, ou même 35 ans après, je l'ai encore dans la tête parce qu'elle a résonné en moi. Et je me suis dit, tiens, toi, je vais te montrer qui sont les appelés, qui sont les élus. Et je suis devenu journaliste par défi vis-à-vis de mon frère jumeau. On a des ressorts, on a des motivations, quelles qu'elles soient. Quand elles sont bonnes et qu'elles nous amènent là où on veut aller, il faut les suivre, il faut les écouter. Allons-y. Ouais. Merci Olivier Roger. Merci à vous. Et voilà, c'est déjà fini. Merci beaucoup, chères auditrices et chers auditeurs, d'avoir passé un moment avec nous dans Le Jardin, un podcast littéraire. S'il te plaît, dessine-moi un écrivain. Je suis François-Xavier Robert. Ce podcast n'aurait pas été possible sans l'aide précieuse de Julien Oran au mixage et à la création musicale. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à laisser un commentaire, à le partager, à vous abonner. Rendez-vous très bientôt pour un prochain épisode du Jardin.